Bonjour et bienvenue dans un nouveau récit de Howard Philip Lovecraft qui n'est autre que la suite de notre épisode précédent. En effet, si vous pensiez que l'histoire de Herbert West était suffisamment terrible, vous faites hélas fausse route. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et ouvrez votre esprit. Voici le récit de Herbert West Réanimateur, partie 2, le démon de la peste. Je n'oublierai jamais cet été horrible d'il y a 16 ans, où, comme un malfaiteur fuyant des fins fonds de l'Ébis, la typhoïde se répandit dans Arkham. C'est à cause de ce fléau satanique que l'on se souvient de cette année. La terreur aux ailes de chauve-souris rôda sur les amoncellements de cercueils dans les tombes du cimetière de Christchurch. Mais pour moi, cette époque est marquée par une autre terreur, plus horrible encore, et que je suis seul à connaître maintenant que West a disparu. Lui et moi suivons les cours d'été à la faculté de médecine de l'université Miskatonic, et mon ami avait acquis une certaine célébrité à cause de ses sinistres expériences. Après massacre scientifique d'innombrables petits animaux, ses recherches bizarres avaient été interrompues sur l'ordre de notre doyen, mais West avait poursuivi certaines expériences secrètes dans sa chambre. Un jour terrible et inoubliable, il avait sorti un corps de sa tombe dans la fosse commune pour l'emporter dans une ferme abandonnée derrière Meadow Hill. J'étais avec lui, et je le vis injecter dans les veines immobiles l'élixir qui, pensait-il, restaurerait dans une certaine mesure les processus chimiques et physiques de la vie. Cela s'était terminé d'une façon horrible, dans un délire de terreur que nous finîmes par attribuer à nos nerfs surmenés. Mais West n'avait jamais pu, par la suite, se délivrer de la sensation d'être suivi et traqué. Le corps n'était pas suffisamment frais, et l'incendie de la vieille maison nous avait empêchés de l'enterrer à nouveau. Nous aurions préféré le savoir sous terre. Après cette expérience, West avait interrompu ses travaux quelque temps. Mais bientôt, il recommença à importuner les professeurs de l'université, en insistant pour qu'on lui permît d'utiliser la salle de dissection et des spécimens humains frais pour des travaux qu'il estimait de la plus haute importance. Ses désirs ne furent pas exaucés. Le doyen, Halsey, ne se laissa pas fléchir et les autres professeurs l'approuvèrent. Dans cette théorie de la réanimation, il ne voyait rien d'autre que les divagations d'un jeune exalté, dont la frêle silhouette, les cheveux blonds, les yeux bleus protégés par des lunettes et la voix douce ne laissaient pas soupçonner la froide et presque diabolique puissance mentale. Je le revois encore tel qu'il était, et j'en frissonne. Son visage ne donnait pas l'impression de vieillir. Et à présent, il y a eu cet accident à Sefton, et West a disparu. Il avait eu une vive altercation avec le docteur Halsey vers la fin de notre dernière année d'études, ce qui lui avait causé plus de tort qu'au doyen. Il estimait être retardé inutilement dans un travail de la plus haute importance. Un travail qu'il poursuivrait bien entendu ultérieurement, mais qu'il désirait entreprendre tant qu'il avait encore les facilités exceptionnelles de l'université. Que les aînés, liés par des traditions, méprisent ces résultats sur les animaux et persistent à nier toute possibilité de réanimation, cela l'écœurait. Le jeune homme logique qu'était West n'avait pas suffisamment de maturité pour comprendre les limites mentales du type docteur-professeur, produit de générations de puritanisme poétique, bienveillant, consciencieux, parfois gentil et aimable, mais toujours étroit, intolérant, prisonnier des traditions et manquant d'ouverture. West, qui était très jeune d'esprit malgré ses étonnantes connaissances scientifiques, avait peu de patience avec le bon docteur Halsey et ses érudits collègues. Il nourrissait un ressentiment grandissant, en même temps que le désir de prouver de façon éclatante et théâtrale ses théories à ces hommes respectables mais obtus. Comme la plupart des jeunes gens, il se laissait aller à des rêveries de vengeance,
de triomphe et finalement de pardon magnanime. C'est alors que le fléau surgit, grimaçant et mortel, venu des cavernes cauchemardesques de Tartarie. West et moi avions obtenu nos diplômes quand il commença à se manifester. Mais nous étions restés au cours d'été pour faire des travaux supplémentaires, si bien que nous étions à Arkham lorsqu'il se déchaîna sur la ville. Bien que diplômés, nous n'avions pas encore le droit d'exercer. Cependant, on nous pria instamment de nous mettre au service de la communauté, car le nombre de cas augmentait. La situation était presque sans issue, et les morts se produisaient trop fréquemment pour permettre aux entrepreneurs de pompes funèbres de venir à bout de leurs tâches. Les enterrements sans embaumement avaient lieu en toute hâte, et même le cimetière de Christchurch était bondé de cercueils de morts non embaumés. West y pensa souvent. Quelle ironie du sort! Tant de spécimens frais et pourtant aucun qui fût utilisable pour ses recherches persécutées. Nous étions terriblement surmenés, et le gigantesque effort mental et nerveux qu'il fournissait rendait mon ami morbidement songeur. Mais les adversaires de West n'étaient pas moins harcelés de devoirs accablants. L'université était pratiquement fermée, et tous les docteurs de la faculté de médecine étaient requis pour combattre le fléau de la typhoïde. Le docteur Halsey, en particulier, s'était distingué par son esprit de sacrifice, mettant son habileté de praticien et toute son énergie au service de cas que beaucoup de ses confrères abandonnaient. Un mois ne s'était pas écoulé que le courageux doyen était devenu un héros, quoiqu'il semblât inconscient de sa renommée tandis qu'il luttait pour ne pas succomber à la fatigue physique et au surmenage nerveux. West ne pouvait retenir son admiration pour le courage de son ennemi, mais il n'en était que plus décidé à lui prouver la véracité de ses surprenantes doctrines. Profitant de la désorganisation de la faculté et des règlements sanitaires municipaux, il réussit, une nuit, à faire entrer clandestinement dans le laboratoire de dissection un corps fraîchement décédé, et en ma présence, il lui injecta sa solution modifiée. La chose ouvrit réellement les yeux, mais fixa seulement le plafond avec un air d'horreur à vous pétrifier l'âme, avant de retomber dans une inertie d'où rien ne put la faire sortir. West déclara que le cadavre avait été trop affecté par la chaleur de l'été. Cette fois-là, nous faillîmes nous faire prendre avant d'avoir incinéré le corps, et West envisagea de renoncer à cette audacieuse utilisation du laboratoire de la faculté. Le point culminant de l'épidémie fut atteint en août. West et moi étions pour ainsi dire morts, et le docteur Halsey mourut effectivement le 14. Tous les étudiants assistèrent, le 15, à ces hâtives funérailles et offrirent une gerbe impressionnante, quoique plus petite que celle des citoyens d'Arkham et des autorités de la ville. Ce fut presque une affaire publique, car le doyen avait été un bienfaiteur. Après l'enterrement, nous étions tous assez déprimés et passâmes l'après-midi au bar de Commercial House. C'est là que West, bien que frappé par la mort de son principal adversaire, nous glaça en nous reparlant de ses fameuses théories. La plupart des étudiants rentrèrent chez eux ou se rendirent à leurs obligations, tandis que le soir s'avançait. Mais West me persuada de l'aider à passer une nuit mémorable. Sa logeuse nous vit arriver vers 2 heures du matin avec un troisième homme entre nous. Elle déclara à son mari que nous avions manifestement bien bu et bien mangé. Apparemment, cette mégère acariâtre avait raison, car vers 3 heures du matin, toute la maison fut réveillée par des cris provenant de la chambre de West, où, lorsqu'on enfonça la porte, on nous découvrit tous les deux inconscients sur le tapis taché de sang, battus, griffés et meurtris, entourés de débris des éprouvettes et des instruments de West. Seule une fenêtre ouverte révélait ce qu'il était advenu de notre agresseur. Et beaucoup se demandèrent dans quel état on allait le trouver après le fantastique saut de 2 étages qu'il avait dû faire. Il y avait d'étranges vêtements dans la pièce. En reprenant conscience, West prétendit qu'ils n'appartenaient pas à l'étranger, mais qu'ils étaient des spécimens gardés pour des analyses bactériologiques sur la transmission des germes de maladie. Il donna l'ordre de les brûler aussitôt que possible. À la police, nous déclarâmes tous deux ignorer l'identité de notre tardif compagnon. C'était
dit West nerveusement, un étranger sympathique que nous avions rencontré dans un bar. Nous nous étions bien amusés, et ni West ni moi-même ne désirions que notre compagnon eût des ennuis. La même nuit eut lieu le second événement horrible d'Arkham qui, à mes yeux, éclipse celui de l'épidémie. Le cimetière de Christchurch fut la scène d'un meurtre atroce. Un veilleur fut griffé à mort, et ses blessures firent naître un doute quant à leur origine. Était-elle le fait d'un homme ? La victime avait été vue en vie bien après minuit, et c'est à l'aube qu'on découvrit le cadavre. Le directeur d'un cirque de la ville voisine fut interrogé, mais il jura qu'aucune bête ne s'était échappée dans la nuit. Ceux qui découvrirent le corps notèrent une trace de sang qui conduisait jusqu'à la fosse commune, où une petite mare de sang stagnait sur le ciment juste devant la grille d'entrée. Une trace, plus légère, les conduisit jusque dans les bois, mais se perdit bientôt. La nuit suivante, des démons dansèrent sur les toits d'Arkham, et un vent de folie surnaturelle souffla. Une malédiction s'était emparée de la ville déjà enfiévrée, malédiction qui, selon certains, était plus grave que l'épidémie. On murmura qu'il s'agissait de la personnification même du fléau. Dans 8 maisons, une chose innommable pénétra et sema la mort dans son sillage. En tout, 17 corps furent retrouvés mutilés après le passage de ce monstre sadique et silencieux. Quelques personnes l'avaient entrevu dans l'obscurité. Elles dirent qu'il était blanc et ressemblait à un singe difforme ou à un monstre anthropomorphe. Il n'avait pas laissé derrière lui tout ce qu'il avait attaqué, car il avait eu faim. Il avait tué 14 personnes. 3 de ses victimes se trouvaient encore dans des maisons frappées par la maladie. Elles étaient déjà mortes. La 3e nuit, des équipes de chercheurs conduites par la police le capturèrent dans une maison de Cran Street, près de l'université de Miskatonic. On avait soigneusement organisé les recherches au moyen du téléphone, et lorsqu'une personne du quartier de l'université fit savoir qu'elle entendait gratter contre une fenêtre fermée, le filet fut aussitôt mis en place. Grâce aux précautions et à l'alerte générale, il n'y eut que 2 victimes de plus, et la capture s'effectua sans incident grave. La chose fut finalement touchée par une balle et transportée à l'hôpital local dans l'excitation et le dégoût général. Car il s'agissait bien d'un homme. C'était incontestable. Malgré ses yeux nauséeux, ses traits simiesques, son absence de voix et sa sauvagerie démoniaque. On pansa sa blessure et l'individu fut envoyé à l'asile psychiatrique de Sefton, où il se cogna la tête 16 ans durant contre les murs de sa cellule matelassée jusqu'à la récente mésaventure au cours de laquelle il s'échappa. Pour les enquêteurs, le moment le plus horrible fut encore celui où, la face du monstre ayant été nettoyée, ils constatèrent son incroyable ressemblance avec le martyr érudit que la ville venait de perdre et qui avait payé son dévouement de sa personne, feu le docteur Alan Halsey, l'ancien doyen de notre faculté, enterré depuis 3 jours. L'horreur et le dégoût atteignirent alors, en Herbert West et en moi-même, une insoutenable intensité. Ce soir, je frissonne en y songeant, plus encore que le matin, où West, à travers ses bandages, murmura cette phrase terrifiante. « Bon sang, il n'était pas tout à fait assez frais. »